Le syndrome de l'intestin irritable est un inconfort abdominal chronique associé à des troubles du transit qui se majorent lors des poussées douloureuses. De nombreux patients mettent en évidence un lien entre leur prise alimentaire et l'apparition de troubles digestifs ou l'aggravation de troubles digestifs. Et faute de preuves cliniques suffisantes, les soignants ont longtemps donné des conseils de manière empirique et aléatoire, avec des prescriptions parfois restrictives, voire déséquilibrées. Depuis quelque temps, les études ont mis en évidence le rôle de certains facteurs alimentaires sur la limitation des troubles dans le syndrome de l'intestin irritable. Alors, les FODMAPs sont des glucides inconstamment ou partiellement digérés qui ont une spécificité, celle d'entraîner un effet osmotique marqué au niveau du grêle et une fermentation sécale rapide. On trouve les FODMAPs dans de nombreux aliments, les légumes secs, les fruits secs, les légumes, les fruits, les céréales, les produits laitiers, les produits sucrés, les boissons. Alors on peut détailler quelques FODMAPs, les fructo-oligosaccharides qu'on va retrouver par exemple dans la chicorée, dans les oignons, dans les poireaux, dans les salsifis, ou les galacto-oligosaccharides dans les légumes secs, dans les choux, dans les navets, le lactose dans le lait, les produits laitiers. Le fructose dans le miel, dans les fruits secs, dans la mangue par exemple. Et enfin les polyols, qui sont les sucres-alcools, que l'on va retrouver dans le jus de pomme par exemple, dans le pruneux. Il n'y a pas de prise en charge standard, il faut adapter les conseils à la tolérance du patient et la tolérance est influencée par différents facteurs tels la sensibilité viscérale, le temps de transit, le fait que d'autres aliments soient associés à la prise, la forme du produit, un produit liquide sera moins bien absorbé qu'un produit solide, le fait que le produit soit pris au cours d'un repas. La prise en charge FODMAPs nécessite l'intervention d'un diététicien. C'est une prise en charge qui demande du temps et de l'expertise. Concernant le lactose, alors déjà le lactose c'est le principal glucide du lait qui, dans certains cas, en cas de déficit en lactase, peut être mal absorbé et dans certains cas peut être mal toléré. Donc déjà pour dire que ce n'est pas parce qu'il est mal absorbé qu'il est mal toléré. En cas d'intolérance au lactose, il faut non pas supprimer le lactose, mais là encore adapter la consommation à la tolérance du patient. Et prendre en compte les prises, la charge des prises, la forme des prises et le mode à jeun ou au cours d'un repas, puisque tout cela influence la digestibilité. En pratique, le lait en boisson est certainement la forme la moins bien tolérée. Les fromages sont très bien tolérés du fait de leur faible teneur en lactose, voire de leur teneur nulle. Et le yaourt, lui, est un cas particulier puisque du fait de son activité lactasique et de sa viscosité, il a vraiment une bonne tolérance. Il a d'ailleurs reçu une allégation en 2010, aide à la digestion du lactose. Le gluten dont on parle beaucoup, à ce jour, la seule indication de suppression totale et définitive de gluten est la maladie cœliaque. Une fois le diagnostic de maladie cœliaque écarté, on peut envisager une sensibilité au gluten non cœliaque. Et le diagnostic repose sur un diagnostic d'exclusion qui consiste en la suppression du gluten pendant au moins 6 semaines, donc on va évaluer les effets, et ensuite l'évaluation des effets de la réintroduction de ce gluten pendant au moins 4 semaines. Cela nécessite bien sûr que le patient ne soit pas déjà au régime sans gluten avant d'attaquer le protocole. Le régime sans gluten est un régime difficile et contraignant qui nécessite un accompagnement diététique. Les modalités de prise en charge ne sont pas définies. Quant à l'exclusion et la réintroduction, il paraît tout de même logique dans la mesure où l'objectif est d'améliorer les troubles, d'adapter le gluten à la tolérance du patient et de ne pas faire un régime strict.
il y a des doutes sur la responsabilité du gluten. D'autres composés sont susceptibles d'intervenir dans la génération des troubles. Les fibres, en cas de constipation, il paraît logique de conseiller une supplémentation en fibres. Avant de supplémenter, il est important de s'assurer que le patient a un apport satisfaisant, suffisant en fibres. Si ce n'est pas le cas, lui donner les conseils adéquats pour rééquilibrer la ration. Si une supplémentation est nécessaire, on supplémentera plutôt avec des mucilages qui sont riches en fibres solubles non fermentescibles et qui sont mieux tolérés qu'une supplémentation type son de blé classiquement utilisée. Il est important de supplémenter de manière progressive, par palier, pour favoriser la bonne tolérance. Alors, il n'y a pas de conseil standardisé. Si la prise en charge nutritionnelle est guidée par la nature des troubles digestifs, elle doit être individualisée et prendre en compte les apports et habitudes alimentaires du patient. Il s'agit alors d'adapter au cas par cas les conseils et de moduler le niveau de fibres, lactose, aliments fermentescibles osmotiquement actifs. Là, concernant les aliments, justement, les FODMAPs, il ne s'agit pas de supprimer l'ensemble des FODMAPs, mais de cibler maximum une dizaine d'aliments, donc rester raisonnable, veiller à ne pas imposer de restrictions trop importantes de manière à limiter le risque de déséquilibre.